Emmanuel Macron et Netanyahou vont se battre. Ça sera coup pour coup, ça ne rigole plus. Ah, voilà, ils en sont là maintenant. M. Macron a dit que la France allait reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une provocation d'après Israël, en tout cas, c'est un changement total. Ensuite, on parlera d'un diplomate, un diplomate congolais, RDC, qui a été arrêté avec 200 kg de cocaïne. Diplomate, vous savez comment ça fait? Généralement, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas fuyés. Apparemment, il s'est servi de ses avantages pour dissimuler de la drogue. Alors le monsieur a été arrêté, il va faire 20 ans de prison. On va le découvrir tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Merci. Ok, alors M. Macron s'est exprimé, il a brûlé la baraque, il a cassé les histoires et c'est chaud entre eux. Je crois à la nécessité d'unir nos voix, à Paris, à Londres et partout ailleurs, pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un truc de vraiment bizarre arrive en France. Donc, il faut se préparer. M. Macron, le président de la République, a dit que la France allait reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain, ou aux États-Unis pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, pas de surprise, j'arrive, je le ferai. Ne soyez pas choqués quand je le dirai ouvertement. Donc, il vous prépare. Préparez-vous déjà, je suis en train de venir. Je veux dire ce que j'ai envie de dire et vous ne pouvez rien y faire. Pourquoi Macron le fait? Macron pense que ce qu'Israël fait est absolument absurde. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils ont trouvé des justifications pour continuer à faire ce qu'ils font en Palestine. Il a aussi rappelé au premier ministre israélien que la Palestine était fondée en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale. Une provocation pour Israël, historiquement parlant. La version palestinienne, ok? On parlera de la version israélienne prochainement. D'après les Palestiniens, la Palestine appartient aux Palestiniens. Pendant très longtemps, ils vivaient en paix, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où Hitler, qui a fini plusieurs personnes, y compris nombreux juifs, fut le point tournant de l'histoire, où, d'après certains accords effectués, il fallait que les juifs qui étaient en Europe et partout dans le monde d'ailleurs partent se retrouver quelque part dans un État juif. Et en ce moment-là, l'endroit choisi, c'était la Palestine. Arrivés ensemble, au départ, ils vivaient en communauté, c'était pas de problème du tout. Les Palestiniens étaient généreux, sympathiques, ça c'est la compte des Palestiniens, hein. C'est pas ce que moi je dis, c'est ce que les Palestiniens disent. Ok, moi j'ai toujours envie d'avoir un visa, faut pas jouer avec moi. Bref, les Palestiniens disent, ils sont arrivés là-bas, ils étaient généreux à leur égard, tout se passait très bien, jusqu'à ce que quelque chose change. C'est-à-dire, ils ont commencé à se comporter différemment. Ils voulaient acquérir plus de terres, ils voulaient le contrôle chez la personne qui les a accueillis. Les Palestiniens disent que cette terre ici est leur terre. Les autres sont venus, arrivés là. Après la guerre, ils ont été sympathiques avec eux. Mais en retour, il n'en reste que la mort, la misère et la galère. Alors, les Israéliens pensent ici. Les Israéliens, eux, disent que ces terres les appartiennent. Ils disent qu'on pourrait retracer leur histoire à 4000 ans avant aujourd'hui. C'est-à-dire, leurs ancêtres ont été là, leurs membres de famille, leur lignage est là. Ils ont donc tous les droits possibles pour réclamer tout ce qu'il y a à réclamer. Et ils sont simplement rentrés dans leur terre. Le président ougandais a dit s'il faudrait refaire l'histoire, c'est-à-dire si chacun devrait récupérer la terre qui, d'après l'histoire, appartenait à ses arrière-arrière-grands-parents, personne n'aurait plus de terre. C'est-à-dire, les choses ont changé, les guerres ont été, l'histoire a changé. Est-ce qu'il faut réclamer aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 7000 ans? Un exemple concret, par exemple, au Botswana, voilà le Botswana, voilà l'Afrique du Sud. Au Botswana, on trouve un peuple qu'on appelle Batswana. Le Batswana parle la langue qu'on appelle Setswana. En Afrique du Sud, on trouve aussi les Batswana qui parlent Setswana. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? En réalité, c'était un seul peuple, jusqu'à l'arrivée de la colonisation, quand ils ont finalement décidé de couper l'Afrique en morceaux et tout le bazar, séparant ainsi des frères et des cousins. Okay? Maintenant, ceux qui sont Batswana de l'Afrique du Sud sont plus proches aux Zoulous qui sont sud-africains, qui ne sont des Batswana qui sont au Botswana. Maintenant, si le Botswana devrait réclamer de la part de l'Afrique du Sud de récupérer les terres où vivent les Batswana sud-africains, qu'est-ce qui se passerait? La guerre, n'est-ce pas? Ce concept, évidemment, est réplicable dans beaucoup d'endroits en Afrique. Beaucoup d'endroits africains, en fait, ont été séparés injustement, séparant des frères pour des raisons bidons. Un diplomate congolais a été arrêté en Bulgarie avec 200 kg de cocaïne. Ah, mon frère, 200 kg, même pas 5. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, pour arrêter quelqu'un avec 200 kg, c'est-à-dire que c'est un habitué. On n'arrête pas un nouveau avec 200 kg. Une personne normalement constituée n'accepterait pas 200 kg à la première occasion. Ce n'est pas possible. On commence par 1 gramme, 7 grammes, 13 grammes. Bon, je vais essayer 1 kilo, n'est-ce pas? 200 kg. Ah. Le diplomate congolais a été arrêté en Bulgarie après avoir été intercepté avec plus de 200 kg. Monsieur s'appelle Jean Desdieux Mouteboa Moulumba.
Jean Dédieu Mouteboa Moulumba. Mouteboa Moulumba, très intéressant. Je suis très curieux de savoir, c'est quoi comme... Il y a combien de tribus en République démocratique du Congo? Ça pourrait être quelle tribu? Mouteboa Moulumba. Je suis intéressé de savoir parce qu'évidemment, au Nigeria, nous savons que les Igbos sont ceux qui prennent des risques comme ça. On veut savoir qui prennent des risques comme ça chez les Congolais zaïrois et chez les Congolais brassavillois aussi, qui prennent des risques. Nous sommes intéressés de savoir. Alors, M. Mouteboa Moulumba serait deuxième secrétaire de l'ambassade de la République démocratique du Congo en région de Benelux. Il a été interpellé à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. Monsieur affirme qu'il se rendait à Sofia pour faire des emplettes pour son épouse. Waouh! Monsieur partait à Sofia pour acheter des histoires, hein? Faire des marchés, acheter des petits trucs à sa femme. Waouh! Intéressant. Moi, je savais pas qu'il y avait des hommes comme ça toujours. Hein? Un homme qui fait un voyage dans un pays étranger pour acheter des histoires à sa femme. C'est quand même bien. Je commençais à perdre espoir en Afrique. Voir qu'il y a toujours des Africains qui sont en aptitude d'aller dans un pays prochain, acheter des histoires, des chaussures. Je veux juste faire des emplettes pour ma femme. Rien de grave. Il dit aussi ne pas savoir ce que contenaient les bagages trouvés dans sa voiture. Donc monsieur ne savait pas ce qui se passait dans les 4 bagages. 4 bagages de 20 kg chacun. Bon, je vais acheter des trucs pour ma femme, tout ça, lui acheter de la lingette, la lingerie et tout le bazar. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans mon... Voilà, je ne suis pas au courant du tout. Basé à Bruxelles, Moulumba est soupçonné d'avoir utilisé son statut diplomatique pour faire passer de la drogue. C'est évident, vous savez, quand vous êtes diplomate, généralement, on ne vous arrête pas. Généralement, on ne vous fouille pas. Okay? Vous savez, quand vous voyez une ambassade d'un pays, prenons le Brésil par exemple. L'ambassade du Brésil dans votre pays, c'est pas votre pays. Donc, vous pouvez carrément vous évader. Si votre police vous cherchait ou on voulait vous exécuter, vous entrez dans l'ambassade du Brésil. Aussitôt que vous franchissez la barrière, vous êtes au Brésil. Donc, les militaires, les soldats, la justice ne peut plus vous atteindre, à moins que les Brésiliens eux-mêmes veuillent vous livrer. Le monsieur aurait effectué les trajets entre l'Europe de l'Ouest et la Turquie à 5 reprises au cours d'une année. En un an, il a fait 5 tours. Turquie, Europe, Turquie, Europe, Turquie, Europe. C'est quand même intéressant de voir. Alors, ça veut dire aussi... S'ils le savent, c'est-à-dire qu'ils ont remarqué que quelque chose se passait. Vous savez, on n'arrête pas un diplomate comme ça. Hein. On ne va pas fouiller sa voiture pour rien. Il faut être certain de ce qu'on fait parce que ça pourrait avoir des retombées diplomatiques néfastes. Surtout sur la personne qui a exécuté ces choses. Certainement, cette équipe a dû faire des recherches. Ils ont fouillé, ils ont filé, ils se sont renseignés. Ils étaient totalement certains que les sacs dans la voiture possédaient des choses pour arrêter ça. Le diplomate âgé de 43 ans a déclaré aux autorités qu'il ne savait rien du contenu des bagages. S'il savait, est-ce qu'il va dire que je le sais? Point d'interrogation. Monsieur n'était pas seul, apparemment il était accompagné d'une Belge de 54 ans, une veuve d'un diplomate. Belge de 54 ans, veuve d'un diplomate. Tu fais quoi avec une veuve d'un... Enfin bref, continue. La dame a d'abord affirmé que les 5 valises pesant chacune 40 kg contenaient de l'or. Même avec de l'or, il faut certifier son or, il faut déclarer l'or à la frontière. S'il y a 20 kg par sac, c'était 20 kg d'or, vous ne pouvez pas traverser la frontière. Enfin, honnêtement, sans déclarer de l'or. Il y avait aussi dans la voiture un Bulgare de 43 ans, présenté comme l'organisateur du transport. Il a également été arrêté. Le trio risque 20 ans de prison pour ça. Les amis, il faut chercher l'argent honnêtement. Il faut arrêter les bêtises. La vie est déjà trop compliquée, la vie est trop dure. C'est l'amour de choses, c'est l'envie, le besoin de toujours être au-dessus. Et c'est aussi l'influence des réseaux sociaux. Avant ça, les gens se contentaient de beaucoup d'histoires. Tout le monde ne cherchait pas à avoir une voiture. Vous savez, tout le monde ne cherchait pas nécessairement une voiture. Les gens voulaient juste aller au marché, acheter à manger, les enfants manger, c'est tout. Dessins animés, c'est fini. Et c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous voulez des millions, prendre des avions, comment vous appelez, jets privés, avec du champagne, pour montrer que vous avez réussi dans la vie. Et l'objectif, ce n'est même pas que vous voulez être heureux. L'objectif, c'est que vous voulez montrer à ceux qui n'ont rien, qui ne sont pas à votre niveau. Le blanc se bat pour améliorer sa vie, pour que lui et ses enfants deviennent bien. Les noirs se battent pour que lui-même soit bien. En plus de cela, pour montrer aux autres que je suis mieux que vous. Et même s'il n'est pas vraiment bien, son souhait, c'est de paraître grand. Vous verrez difficilement les autres font ça, paraître grand. C'est très difficile de rencontrer une personne, d'autre part, un Européen, un Asiatique qui essaie de paraître grand. C'est un truc des Noirs, ça. Il veut paraître plus grand qu'il n'est en réalité. Okay? Louer des voitures, je ne sais pas faire ça, louer des avions, de mentir aux gens que tu as acheté un avion. C'est des trucs des Noirs, ça. C'est malade. Aller en business class pour aucune raison. Une personne intelligente va en business class, soit parce qu'il est en capacité d'aller en business class chaque jour, ou bien il va en business class pour chercher des connexions. Parce que tu ne peux pas sortir de la salle de business class sans avoir pris au moins 3 numéros de téléphone. Tu es quel genre d'humain, toi? Tu n'es pas intelligent? Comment tu peux quitter la business class? Hein?
sans avoir pris 3 numéros. Parce que les gens qui sont là-bas sont des gens généralement très influents. À moins que ce soit des content creators comme toi, qui vont prendre des photos pour Instagram pour impressionner les pauvres. C'est ça, généralement, c'est pour impressionner les pauvres. C'est bien triste parce que vous regardez dans un pays comme celui-ci, l'Ouganda par exemple. En Ouganda, vous verrez une grande majorité de gens venant d'un pays spécifique dont je ne citerai pas ici. Ils sont en Ouganda et leur activité principale, c'est quoi? Nombreux d'entre eux, leur activité, c'est dire à quelqu'un, un étranger, nous avons de l'or à vendre ici. Quand le monsieur arrive pour acheter l'or, qui est généralement un blanc intéressé, on lui montre l'or. Ok, mais l'or est vrai, c'est l'or vrai. Le monsieur apporte de l'argent, finalement, le cash, beaucoup d'argent, parce qu'ils disent nous préférons le cash. Pendant qu'ils sont dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Ils appellent la police. Eux-mêmes, la police arrive et les arrête. Hey, machin illicite, tout ça, les tabacs, on les jette en prison. Et puis la police dit nous avons confisqué l'argent et l'or. Mais en réalité, la police était dans le coup. Ils font ça régulièrement et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Pour eux, la vie, c'est avoir des Range Rover, acheter des voitures. Avec l'argent des gens. Les gens suaient pour ça. Imagine-toi une personne qui a sacrifié toute sa vie et veut investir. Mais tu prends tout ce qu'il a comme son dernier... C'est difficile. Il faut aller à l'école. Il faut faire l'école. Après avoir fini l'école, il faut gagner honnêtement sa vie. Moi, je suis venu d'une famille pas extraordinaire. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, je n'ai jamais vu de voiture dans ma maison. Mon père n'a jamais eu de voiture. Mon père n'a jamais eu de voiture. Ah oui, j'avais un petit complexe d'infériorité par rapport à mes amis qui partaient à l'école, accompagnés par leur père, dans la voiture. Mais jusqu'à un moment, je me suis dit, bon, écoute, on est heureux, on est bien. À la maison, on avait plutôt beaucoup de livres. Papa achetait des livres lundi, mardi, jeudi. Je me disais, mais monsieur, quand est-ce qu'il va m'apporter du chocolat? Donne-moi un break, s'il te plaît. Des livres, on en fera quoi? Mais ce n'est que dans la vie adulte qu'on comprend l'importance de cet investissement. Pourquoi courir après les choses comme ça? 20 ans de prison, 200 kg de cocaïne. La valeur dans le marché bouge de 30 millions à 40 millions de dollars. Vous cherchez quoi? La vie rapide. Bon, est-ce que le monsieur était impliqué tout seul? Comment est-il d'abord devenu diplomate? Parce que je pense qu'il doit y avoir un test de moralité. Un test de bonne moralité pour embaucher des gens dans certaines positions. On va faire un scruting, comme le font les Israéliens. On va te scruter, on va t'examiner. Parce que, écoutez, les gens ont toujours des résidus du passé. Quand c'est une personne négative, malhonnête, vous verrez dans son histoire la malhonnêteté. Vous allez remarquer cela. Mais à moins que vous ne vouliez pas investir dans ces recherches ou simplement vous vouliez embaucher quelqu'un dans une position, puisque vous êtes en position de force et puisque vous êtes tribaliste ou népotiste, vous prenez carrément le fils de votre nièce au village, vous la pointez quelque part. Et le monsieur fait des choses que vous ne comprenez pas. Le fait-il seul? Où il y a des gens supérieurs à lui on peut malheureusement pas exclure cette position. Parce que voilà, dans le passé, il y a eu des pays qui ont été impliqués dans la drogue. Prenons un exemple simple, ok? Récemment, un fugitif recherché en Europe était retrouvé au Sierra Leone. Les autorités néerlandaises ont demandé au Sierra Leone de renvoyer un monsieur qui s'appelle John Leijsker, 33 ans d'âge. C'est le plus grand condamné, le plus grand fugitif en Europe actuellement. Les Européens ont remarqué qu'il était au Sierra Leone. On a contacté les autorités ont dit non, on ne connaît pas ce nom-là. Josh Legelder, non, on ne le connaît pas ici. De manière bizarre, une vidéo est ressortie sur Internet. Dans cette vidéo, il y avait l'image de la fille du président de la République avec monsieur Joe Lecherguer à ses côtés, en train de faire des amourettes. Comment monsieur Lecherguer est parti faire des amourettes à la fille du président? Mais c'est bizarre. Quelqu'un n'est pas impliqué là par exemple. Est-ce qu'on peut dire que les gens de la politique ne sont pas impliqués dans la drogue? Parce qu'ils ne vont pas pointer leur visage. Il faut appointer quelqu'un pour faire le travail. Le dirty job, n'est-ce pas? Ah oui, on a retrouvé le monsieur là-bas. Ils étaient choqués. Les autorités néerlandaises affirment que l'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe vit au Sierra Leone depuis plus de 6 mois. Le monsieur vit là-bas, il se la coule douce. Le procureur néerlandais a demandé au Sierra Leone de renvoyer le monsieur puisqu'on sait qu'il est là. Comme le Sierra Leone et la Hollande n'ont pas de contrat officiel d'accord de transfert de fugitifs, ce n'est pas fait. Le monsieur là, il vit normalement. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement sierra-léonais est impliqué dans ces histoires? Point d'interrogation. Nous savons aussi que dans les années 2000 à 2010, il y a eu beaucoup d'allégations, en effet, sur les forces américaines en Afghanistan. Après l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis en 2001, la production d'opium dans le pays a considérablement augmenté. Certains critiques ont affirmé que l'armée américaine ou les agences de renseignement ont toléré, voire indirectement facilité ces commerces en coopérant avec des chefs de guerre locaux qui en profitaient. Donc il y avait profit et voilà, les Américains ont laissé passer l'opium, chacun se faisait de l'argent et tout le bazar. Ce sont des allégations, évidemment. Il y a aussi eu dans le passé, en 1980, donc la CIA aurait soutenu les Contras, un groupe rebelle qui luttait contre le gouvernement sandiniste du Nicaragua. Donc la CIA luttait contre le gouvernement au Nicaragua et ces rebelles se rebellaient contre le gouvernement au Nicaragua. Maintenant, comment ils se faisaient de l'argent? Ces gens introduisaient de la drogue aux États-Unis d'Amérique. Et bien que la CIA en soit informée, ils ont laissé passer. Donc ils ont laissé les gens faire entrer la drogue pour revendre, se faire de l'argent, rentrer faire la guerre parce que c'était dans leurs intérêts. Encore une fois les amis, cherchez la vie doucement. Ne regardez pas le voisin. Arrêtez de regarder le voisin. Sa vie, c'est sa vie. Quand il roulait dans les couilles de son père pour rentrer dans les ventres de sa mère, tu n'étais pas là.
leurs pactes, leurs histoires, tu n'y es pas impliqué. Tu ne fais de course avec personne. Cherche la vie doucement, ok? Machin a acheté une voiture, bien pour lui. Félicite-lui. Ce n'est même pas nécessaire. Continue de marcher. Cherche la vie dans l'honnêteté. Il n'y a pas de gloire à ruiner la vie d'une autre personne pour t'acheter un terrain et commencer à construire. Tu construis sur le sang de quelqu'un. God bless.